Écoutez, moi je suis extrêmement, j'allais dire, je sais pas, ému, intimidé aussi. C'est pas une clause de style, hein. Évidemment, je connais Régis Debray depuis extrêmement longtemps. Et ça a été pour moi, à partir de, on va dire, de 68, donc j'étais un jeune lycéen, classe de 3e, ça a été pour moi un exemple. Au sens où un exemple au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire comme effectivement un modèle, une figure éventuellement à suivre. Un bon exemple donc. C'est un exemple qui me fascinait pour deux raisons. D'abord, c'était un intellectuel, et deuxièmement, c'était un intellectuel donc engagé au sens le plus, enfin avec son corps, engagé donc dans des combats avec lesquels évidemment j'étais tout à fait d'accord. Des points de vue que je partageais. Et puis, je dirais qu'ensuite, j'ai continué donc à l'écouter, à l'entendre, à le lire. Et puis un jour, certains combats, en fait, ont fait que nous nous sommes rencontrés. Certains combats, il y en parlera peut-être. D'ailleurs, je crois que c'était au moment du vote contre la Constitution européenne. Et à partir de là, on s'est vu plusieurs fois. Et je continue à le lire, etc. Tout ça. Mais je vous dis ça parce qu'ils ont voulu absolument me mettre au centre. Mais évidemment, pour moi, le centre de cette discussion, de cette conversation, c'est évidemment Régis Debray. Et ce qu'il dit et ce qu'il pense. Il dit non, mais bon. Parce que moi, en général, j'utiliserai cette image. En général, je ne parle pas avec Régis Debray, je l'écoute. Je l'écoute, et après, alors je l'écoute, ce qui ne veut pas dire que je suis béni, oui, je l'écoute, je prends certains éléments, des choses me plaisent, je picore, on va dire, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, et je pense que ça a une influence, que ça a une... Bon, moi je regarde Guédiguian et je l'écoute. J'ai donc un avantage sur lui. Mais de toute façon, vous trouvez qu'on fait déjà un peu les coquets, mais le plus intimidé des trois, c'est moi. Parce que lui, c'est un homme de scène, de spectacle, il est à l'aise. Et ils vont me poser des questions, ou vous allez me poser des questions que je ne connais pas. Et comme j'ai l'esprit de l'escalier, j'ai envie de vous dire, je reviens demain pour répondre à vos questions. Mais enfin, bon, on va se jeter dans le vide. Avec vous. Oui. Ne tombez pas parce que vous allez vous faire mal. Hein. Ouais, c'est pas très haut. C'est pas très haut. La scène est haute et bon, le service des urgences est sympathique, mais c'est mieux de reporter le service des urgences à une date ultérieure. Merci Robert d'avoir commencé. Alors effectivement, le plus intimidé, non, c'est aucun de vous deux. Vous avez l'habitude, c'est bien moi. Donc au concours, ça y est, j'ai déjà gagné. Et puis surtout que vous êtes aussi impraticables l'un que l'autre finalement. Ça va être très dur. Donc j'ai essayé. Je vais rappeler d'abord que vous êtes là tous les deux pour accompagner ce festival nouveau de la Cinémathèque qui s'appelle Histoire de cinéma, pardon. Que ce soir, vous allez converser à 21h avant la projection du film Le Promeneur du Champ de Mars, donc, qui est un film sur François Mitterrand, réalisé en 2004 par Robert Guédiguian, président de la Cinémathèque de Toulouse, et que demain, on suivra à la Cinémathèque, demain et après-demain, avec deux films, Salvatore Giuliano de Francesco Rosi, que vous avez choisi, et Le Terroriste de De Bosio, que vous avez choisi aussi, et qui sont évidemment deux films, Senso a déjà été projeté, hein, et qui sont deux films marquants d'histoire à l'Italie et d'engagement tels que les définissait Robert, donc des armées de l'ombre en quelque sorte, hein, en tout cas pour Le Terroriste. Et pour Giuliano, c'est plutôt une armée au soleil. Hein. Voilà. D'ailleurs, très curieusement, dans ce même festival, on aura deux films de Michael Cimino qui lui-même a fait sa version de Salvatore Giuliano, le Sicilien. Voilà, donc moi j'ai préparé, après la lecture de vos derniers livres, et puis aussi de ce livre très prisé par notre ami Robert sur le Festival d'Avignon,
j'ai préparé une série de questions avant que le public ne pose les siennes. Donc une espèce de déroulé. À mon avis, vous ne vous y tiendrez pas. Non. Voilà, mais non. Bien, tu es un faux frère. C'est ça exprès pour renforcer ton... Parce que tu as révisé avec moi les questions. Bon, on va quand même commencer, enfin les questions qui ne sont pas vraiment des questions, qui sont plutôt des sujets à débattre entre vous deux. Et on a déjà commencé par l'engagement, les figures de l'engagement. Donc on va peut-être passer à l'hégémonie d'un modèle qui est celui que nous connaissons aujourd'hui et qui vaut en particulier ce livre que vous venez d'écrire, qui s'appelle « Civilisation et si nous étions devenus tous américains ». Voilà, entre la fin de la guerre et aujourd'hui, entre les années de décolonisation que nous avons connues, et peut-être vous plus particulièrement encore, la fin de la guerre du Vietnam et ces temps qui sont de guerres qui ne disent pas leur nom, hein, qui sont ailleurs, un peu et comment importés chez nous différemment. Il y a eu la chute du mur à Berlin, il y a eu ce rideau de fer devenu un rideau de papier, et donc cette hégémonie que nous connaissons et sur laquelle, au bout du compte, vous écrivez depuis peut-être assez longtemps, et particulièrement contenue dans ce dernier livre publié chez Gallimard. Alors, vous n'allez pas nous faire une synthèse d'un livre de 250 pages en 5 minutes, mais voilà, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous par rapport à ce qu'on pensait il y a 50 ans, vous voulez dire ? Eh bien, on a fait faillite. Mais cette faillite, c'est le train du monde, hein, ce ne sont pas des faillites personnelles. Je veux dire que... vous avez évoqué la décolonisation. Moi, je dis il y a 50 ans, parce que, d'ailleurs, je pourrais presque dire 60, parce que je suis un militant anticolonialiste dès que j'avais 16 ou 17 ans. C'était la guerre d'Algérie et je suis né dans ce contexte des combats anticolonialistes. Armée de l'ombre, avez-vous dit, oui, les porteurs de valises, à l'époque, réseau Janson ou pas, étaient dans l'ombre, effectivement. Et moi, je viens de là, si vous voulez. Je crois les questions de génération sont importantes, les questions de chronologie sont toujours importantes, plus importantes que les individus. Pour moi, les individus s'inscrivent dans un air du temps, portés par un air du temps, et l'air du temps, à l'époque, était, je ne dirais pas tant une espérance, elle était peut-être en fond de toile, mais d'abord un combat contre l'insupportable. Et l'insupportable, c'était pour moi la découverte de la torture comme système en Algérie, sous l'égide d'ailleurs d'un gouvernement socialiste. Ça n'arrangeait pas les choses. Et donc voilà, ça c'est le point de départ, si vous voulez. Hein. C'est le point de départ d'un lycéen parisien en 1957, 58. Voilà. Alors où en sommes-nous 60 ans après ? Excusez-moi, c'est difficile de résumer. Où en sommes-nous par rapport, disons, à l'horizon qu'on pouvait avoir à l'époque, qui était en gros fin de la lueur à l'est, début de la lueur au sud. C'était tout de même l'espérance tiers-mondiste, pour aller vite. Hein, je suis dans ce contexte-là, pour ma part. Mais on pensait d'ailleurs que le monde socialiste pouvait sortir de l'abominable et trouver, c'était au moment du rapport Khrouchtchev, ensuite il y aurait la conquête de l'espace et Gagarine, etc. On pensait que l'Union soviétique pouvait redevenir humaine. Mais on pensait surtout que le tiers-monde pouvait offrir une alternative. Bon, écoutez, il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de tiers-monde, et il y a aujourd'hui un capitalisme financier dans une forme olympique. Et ça, c'était pas prévu. Donc, où en sommes-nous ? Disons, commençons par faire un peu ce bilan, si vous voulez. Et le bilan, c'est que l'histoire effective n'a pas été celle que nous imaginions en 1960. Voilà. Je ne peux rien vous dire d'autre, mais peut-être que Robert
sera moins sévère. Non, peut-être. Non, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le triomphe absolu, la victoire absolue, en fait, effectivement, de ce qu'on appelle le capitalisme, néo-capitalisme, libéralisme, néolibéralisme, fait ça rentrer dans des discussions sans fin sur le libéralisme, la philosophie libérale, ou l'économie libérale, ou etc., sans pinailler. Et ça semble bien établi et bien naturel aux yeux de tous aujourd'hui, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a je crois qu'on vit dans un monde où il n'y a pas où plus personne ne peut sérieusement, et moi je n'en ai pas une sous la main non plus d'ailleurs, sinon je vous la dirai tout de suite, hein, mais il n'y a plus d'alternative, c'est-à-dire il faut vivre avec le monde tel qu'il est là. C'est-à-dire l'hégémonie, l'hégémonie, ça se voit pas, quoi. Ça se subit pas. Ça existe, mais c'est clandestin. C'est caché, l'hégémonie. Hein. C'est une forme de. On est écrasé sans le savoir et en l'acceptant très volontiers. La question, moi, que je me pose sur ce qui s'est passé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est par exemple, c'est pas par exemple, c'est pourquoi, par exemple, pourquoi l'URSS, je redis par exemple, excusez-moi, c'est un tic, pourquoi l'URSS n'a pas fait civilisation par rapport aux États-Unis? Là, je oui, moi je dirais non. Je dirais pour synthétiser, si vous voulez, qu'on est passé de l'offensive ou de la contre-offensive à la défensive. Repli sur des positions non préparées à l'avance, que j'appelle la République, la laïcité, c'est-à-dire un minimum de décence. Je dirais qu'il ne s'agit plus de courir après ce qui nous fuit, mais de sauvegarder ce qui nous fait, pour aller vite. Hein, de sauvegarder ce qui nous a fait, historiquement. Et essayer de maintenir ce qui a fait une civilisation européenne, française, qui aujourd'hui me semble plutôt une culture, c'est-à-dire quelque chose de plus limité, de plus défensif, mais c'est ça qui importe. Voilà, donc tout n'est pas fini, par chance. Et quand vous me réinviterez dans 50 ans, je suis persuadé que ce sera beaucoup mieux. On va en faire le pari. On réévoquera les... Oui. Ce qui a manqué à l'URSS, c'est le western, peut-être. Comment ? Le western a manqué, peut-être, à l'URSS pour gagner. Oui. Non ? Pardon, qu'est-ce que tu dis ? Le western. Il a manqué du cinéma, peut-être, à l'URSS pour le eastern, tu veux dire, c'est ça ? Le eastern, pour nous... Tu vois, pour venir nous... Non, il faut dire que, puisque tu parles de western, à l'époque, et là je me tourne vers Robert, le cinéma était très important. Je pense à un film comme celui de Rossif, Le Mourir à Madrid, par exemple. Pour moi, a eu un rôle important. Mais il y en a d'autres aussi. Vous savez, la rue d'Ulm était à côté de la Cinémathèque. Parce que la Cinémathèque était rue d'Ulm au tout début. Donc, on peut dire que Landlois était un voisin et que... on sortait de l'école normale à 18h30 pour aller voir les grands classiques du cinéma, dont le néoréalisme italien, dont on parlera plus tard. Alors, je ne voudrais pas être un rabat-joie, on parlera de cinéma, hein, Robert, mais je vais continuer mon petit chemin avec vous. Enfin, je vais vous amener sur ce chemin. On parlera aussi du bonheur tout à l'heure, puisque c'est contenu dans ce traité de l'Amérique. Et je voudrais d'abord qu'on parle de ce qui accompagne cette, on va dire, idéologie dans laquelle nous baignons sans le savoir, comme tu le disais, et de ce monde de l'efficacité. Un monde de l'efficacité, un monde de la performance, là où nous a installé en quelque sorte ce libéralisme, là où il nous a conduit, il nous a assignés, et ça s'accompagne de la mesure, on va dire d'une tyrannie de la mesure, d'une tyrannie de l'évaluation. Et je voulais vous demander, vous en parlez dans Civilisation, jusqu'où on peut subir, enfin, quelles sont les limites de cette tyrannie de l'évaluation. Et à toi, Robert, d'une certaine façon, c'est la question qui accompagnerait, c'est est-ce que cette mesure qu'on trouve aussi, évidemment, dans l'art, le prix de l'art,
le prix de l'art dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce que ça coûte? Et puis le prix au cinéma, le prix qu'on donne. Hein, est-ce que tout cela est aujourd'hui impératif, y compris dans ce lieu dans lequel tu combats, qui est celui de la pratique artistique, de la pratique cinématographique. Voilà, donc la question de l'efficacité, de la performance. Homo economicus est devenu dominant. Disons que l'intendance, ça ne suit plus, c'est ce qui précède, et précisément, le modèle américain, c'est le politique dominé par l'économique. Le business est le centre des choses, là où se concentrent les élites. Bon, et qui prend le pouvoir politique, aussi bien aux États-Unis où c'est ostensible, mais c'est très vieux, c'est une vieille tradition. Chez nous, c'est une tradition nouvelle que, je dirais, depuis Giscard, c'est une nouvelle tradition que le ministre de l'économie devienne président de la République. Ça va être automatique. Alors évidemment, qui dit économie dit chiffres. Et donc, domination des lettres par le chiffre. Donc, qui dit économie dit mesure, effectivement, quantitatif. J'imagine que pour le cinéma, c'est un problème parce que ça s'appelle la mesure de l'audience. Et à la télévision, ça s'appelle audimat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a connu une sorte de contre-révolution comptable. On a connu, oui, une subversion de la vie par la comptabilité, quoi. Bon, voilà. Et ça, évidemment, ça colore tous les domaines. Je parlais de la télévision, mais on pourrait... L'individu, il est évalué partout. Hein? L'individu est évalué partout. Et on va dire celui qui sort des clous, ou le déviant, ou le fou, le malade, il est aussi lui-même évalué, voire le triomphe du DSM sur la psychanalyse freudienne. Hein. Moi, je crois qu'il y a eu un moment capital, mais là, je m'adresse aux libraires que vous êtes, c'est l'apparition de la liste des best-sellers dans un hebdomadaire. Ça s'est fait, je crois, dans l'Express. Hein? Ça s'est fait dans l'Express, qui était le grand vecteur de l'américanisation, et je crois que ça s'est fait à la fin des années 60. Mais c'est à vérifier. C'est un moment capital. C'est-à-dire quantité égale qualité. Enfin, à peu près. C'était l'idée tout de même qu'il y a une hiérarchie. 1, 2, 3, 4. Et que selon la place qu'on occupe sur la liste, c'est-à-dire selon le nombre de livres qu'on a vendus, on a droit à plus ou moins de considération. Donc là, il y avait déjà, je dirais, un chiffrage du littéraire qui était pas dans notre tradition. Je pense que... Alors, je ne sais pas quelle influence cette liste a, mais n'importe quel éditeur a une obsession, c'est de placer ses auteurs sur la liste des best-sellers et de vous dire, vous étiez 14e, vous êtes 13e, c'est formidable. Ah, écoutez, ça nous coûte, je te laisse, oui, je te laisse sur les jeux, mais ça nous coûte la présence, pardonne-moi, parce que je vais faire l'annonce. Donc, Enel, qui devait être avec nous jeudi, retarde son déplacement, parce qu'effectivement, il est lui-même obligé d'attendre la réponse du jury Médicis, puisqu'il n'a pas eu le concours. C'est-à-dire qu'on voit bien, effectivement, cette inquiétude aujourd'hui, et c'est là-dessus que je te rends la parole, bien sûr, cette inquiétude d'un artiste, d'un écrivain, d'un cinéaste sur... Cette évaluation au cinéma est encore plus, évidemment, le cinéma est par nature plus industriel que le livre. Oui, peut-être que... Ouais, vous m'entendez? Non. C'est vrai que c'est encore donc, pire au cinéma. L'exemple d'ailleurs le plus flagrant, c'est que je crois que la France est un des derniers pays qui compte le succès d'un film. D'ailleurs, il les compte, mais il les compte en entrée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont allées voir le film. À peu près partout dans le reste du monde, on compte en dollars. Donc il faut faire une opération très sophistiquée, de calcul mental arithmétique, pour arriver à savoir le nombre de spectateurs que ça fait, le nombre de dollars. Voilà. Et c'est vrai qu'on présente les films de plus en plus, y compris à la télévision française ou à certaines radios françaises, effectivement, en disant ce film a eu une recette d'une telle importance aux États-Unis avant que le film arrive. C'est ça qui fait la critique du film, c'est la recette, c'est le nombre de gens qui l'ont déjà vu.
Donc, évidemment, ça a des conséquences absolument catastrophiques pour tout film indépendant, qui a été moins vu, qui est sorti dans des conditions plus difficiles, etc. Et il y a aussi, bien sûr, là, la liste, il y a l'évaluation aussi, même les petits bonhommes qui sourient et qui ne sourient pas. C'est quand même pas de la critique, quoi. C'est pas la grimace de petits dessins qui fait qu'un film est bon ou pas bon. En fait, c'est pas... la dernière chose en date que j'ai trouvée effectivement calamiteuse, c'est que vous savez que sur des sites internet, Allociné, qui est un des sites les plus fréquentés, quand il indique les critiques, il n'y a pas les critiques en fait, il y a les incipits de chaque critique. Donc, parfois, à cause de droits entre les journaux et Allociné, de temps en temps, par promotion, Le Monde ou Libération ou n'importe quel canard laisse la critique entière être lue, sinon on ne voit que le début de la critique. C'est-à-dire les gens lisent 10 premières phrases d'une critique, avec des étoiles ou pas, voilà, avec plus ou moins d'étoiles. Tu es bien d'optimisme, je crois que c'était les étoiles qui donnaient lieu de critique. Les étoiles, 1, 2, 3, 4 étoiles. Et un petit bout de phrase. Mais si dans le petit bout de phrase, on dit déjà que on peut peut-être avoir un début d'argument, en fait. Peut-être dans un début de phrase, voilà. Donc c'est sûr que c'est une chose contre lesquelles on a énormément de mal à se battre, en fait. Et on parle aujourd'hui des acteurs qui sont des bancables. On est bancable ou on ne l'est pas. Bien sûr. Ça vaut pour les auteurs aussi. Régis Debray, on vous a pendant quelques années, on ne sait pas, pour moi en tout cas je ne sais pas où vous étiez dans les années 70, mais on va dire que là c'est le libraire qui parle, on voyait vos livres, notamment des livres au Seuil ou Le Scribe chez Grasset, et vous êtes revenu sur le devant de la scène, si j'ose dire, pardon, enfin vous ne l'avez jamais vraiment quitté, mais vous avez avancé quelques pions avec le livre chez Ramsay, Le pouvoir intellectuel en France, 79. Je pense que pour vous, ça a été un retour dans un autre domaine auquel vous avez largement contribué, notamment en créant cette médiologie et les cahiers qui ont suivi, et puis la revue maintenant que vous animez depuis bien quelques années, qui est Médium. Depuis le pouvoir intellectuel en France, depuis les cahiers de médiologie, ou en même temps, il y a quelque chose qui a poussé et qui n'est plus tout à fait, qui a laissé les médias parfois sur le bord de la route, et ce sont les écrans. Donc c'est cette domination aujourd'hui, on va dire, plus indistincte, plus insidieuse, plus fragmentée, plus ce qu'on voudra. Est-ce qu'il y a, selon vous, et la question je te la pose aussi, est-ce qu'il y a un horizon d'émancipation de ce qui aujourd'hui, quand même, d'une certaine manière, nous a servi considérablement? C'est à moi ou à lui? C'est à vous deux. C'était la règle du jeu, hein, je vous rappelle. Alors écoutez, le pouvoir intellectuel en France, oui, c'est là où j'ai inventé le mot de médiologie, qui n'est pas du tout la sociologie des médias, qui est l'étude simplement de ce qu'on appelle l'efficacité symbolique, c'est-à-dire, on dit toujours, les idées, ce sont les idées qui font l'histoire. Je pose la question, comment font-elles? Bon. C'est-à-dire, quelle est la puissance des mots, la puissance des images, comment passe-t-on d'une émission symbolique, par exemple, ce qu'on fait en ce moment, à une action individuelle, collective. Bref, comment ça marche, quoi. Et alors, effectivement, j'avais été très agacé d'entendre toujours que les intellectuels étaient contre le pouvoir. C'était très, très Foucault. Hein. Un intellectuel est un homme aux mains blanches, dos au mur et les mains blanches, qui lutte contre le pouvoir. Bon, mais moi je dis, mais attendez, mais il n'y a pas un pouvoir intellectuel? Et là, je me suis aperçu que l'intellectuel était quelqu'un très particulier, qui avait ses hiérarchies, qui avait ses institutions, qui avait son carriérisme, qui avait, qui était un système de pouvoir que j'ai essayé de reconstituer, disons, depuis le 19e siècle. Alors ça n'a pas été très bien reçu. Et puis, c'est passé aujourd'hui, l'expression de pouvoir intellectuel est devenue... elle est passée dans les mœurs. Et pour aller vite, pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui a un projet d'influence. Bon. Et ce projet d'influence, c'est-à-dire qu'il veut changer l'opinion des autres, mais pour qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils font. Donc c'est quelqu'un qui a un projet, je dirais, de prédication, l'équivalent de du prêche d'un prêtre. Donc c'est pas du tout un moine, c'est pas du tout un savant, c'est pas un poète, c'est quelqu'un qui a une visée pragmatique.
Il veut faire bouger les choses. Comment il faisait bouger les choses et les gens? Par l'écrit, par le journal. C'est le J'accuse de Zola, archétype et tabou de la corporation. J'accuse 1898, je crois. Et c'est très frappant parce que quand vous regardez la une de l'Aurore, il n'y a évidemment aucune image. Aucune. Évidemment pas de photo, mais il n'y a aucune image. Et c'est en caractère serré. Vous avez l'impression, si je ne sais pas si vous l'avez certainement vu, c'est 5 colonnes, il faut prendre une loupe. Enfin, c'est vraiment un effort d'attention. Enfin, c'est inimaginable aujourd'hui. Alors, c'est drôle, tout le monde dit Zola éjacule, mais le support matériel n'est pas le même. Alors, effectivement, l'image est venue. L'image est venue, elle était peinture, elle est devenue ensuite photo. Je pense que l'invention photographique est un changement anthropologique. Je pense que Niepce et Daguerre ont amorcé une nouvelle période que j'appelle la vidéosphère, c'est-à-dire il n'y a plus de symboles, il y a des indices, c'est-à-dire des empreintes directes des choses qui sont enregistrées, qui ne sont plus symbolisées. C'est-à-dire que le mot chien ne ressemble pas à un chien, mais la photo d'un chien ressemble à un chien. Donc il faut à un moment donné, c'est ce qu'on appelle chez les sémioticiens la fin de la coupure sémiotique, on passe du symbole au signal. Et donc il faut que tout soit en direct et, disons, ça pose pour l'écrit quelque chose, déjà une infériorité par rapport à l'image comme moyen d'action. Et j'ai pour Guédiguian un sentiment de jalousie qu'il ignore, mais qui est considérable. Parce que j'aurais voulu être cinéaste. J'avais tout fait pour, puis bon, ça n'a pas marché in extremis, je ne vais pas revenir sur les détails. Mais aujourd'hui, ceux qui exercent une influence, c'est des gens comme lui, qui n'est pas des gens comme moi. Parce que l'image parle, elle émeut, surtout quand elle se combine avec la musique. Elle donne des sensations, des émotions, quelque chose qui se grave. Quand on parle aujourd'hui du milieu ouvrier, moi je pense aux films, à ces films. Ils me font revivre un milieu, ils m'en donnent sans doute la nostalgie, ils m'en donnent le sentiment, et donc là, il y a un effet sur moi. Les livres n'ont plus d'effet. Sinon, dans un petit milieu intellectuel très limité, universitaire, journalistique, mais voilà, je meurs de jalousie. Je meurs de jalousie envers Robert Guédiguian et d'autres cinéastes, parce qu'aujourd'hui, c'est le métier qu'il faut faire. D'abord, il parle à tous. Hein. Il est international. Une image peut être comprise, sous-titre ou pas, par tout le monde. Une photo, ça parle à tout le monde. Un poème de Valéry, non. Ou un livre de Gilles Deleuze, non plus. Il faut que ce soit traduit, c'est compliqué. Généralement, les traductions sont mauvaises. Enfin, lui, il touche 100 000 personnes, quand moi, j'en touche 1000. Tu comprends que je te regarde avec un ressentiment immense, parce que j'ai conscience de mon inutilité. Elle n'est pas seulement politique, mon inutilité, elle est avérée, mais elle est, je dirais, esthétique et affective. Parce que moi, un film, ça m'émeut généralement. Je suis trop bon public, j'y vais pas trop super parce que je pleure tout le temps. Mais un livre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'émeut rarement. Et je trouve que c'est l'émotion qui fait bouger et c'est l'émotion qui reste. Voilà. Alors, émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Hein, d'accord. Voilà, je t'ai confessé mon complexe d'infériorité, Robert. Moi qui disais que je voulais être un intellectuel qui écrivait, mais bon. Donc j'ai pas, tu vois, c'est un bon échange. Mais Vous
vous n'avez pas répondu à ma question, qui était comment on va pouvoir se libérer des écrans, mais je vais laisser... Quels écrans? On peut pas Attendez, on peut pas comparer le grand écran. Pas celui-là. On peut pas comparer le grand écran d'un cinéma d'art et d'essai. Ah, ça, c'est autre chose. Bah, ça transforme tout, ça, évidemment. Là-dessus, alors. Puisque les écrans aussi finissent par atteindre le cinéma. Le grand écran est quand même, là aussi, alors, je veux dire, envahi, dominé par quand même je sais pas, on a du mal à chiffrer, mais peut-être 80% des écrans du monde, en fait, des grands écrans, sont quand même occupés par le cinéma hollywoodien, je dis même pas américain, donc par quelques grands studios, 7 ou 8, je crois, je ne sais plus, qui fabriquent des films pour le monde entier, à destination du monde entier, et qui effectivement présentent cet avantage énorme. Je suis d'accord avec toi, bien sûr, de ne pas avoir à être traduit, donc d'être une espèce de langue comme ça internationale, et qui nous raconte toujours, effectivement, quand même ce triomphe de ce pays-là. Je veux dire, à 90%, quand le cinéma américain nous raconte une histoire qui se termine bien, y compris quand c'est un cinéma qui la conteste, en fait. C'est-à-dire que je trouve, j'ai revu Platoon, par exemple, il y a 3 jours, ou c'est 4-5 jours, sur un écran sur une chaîne du câble. J'ai regardé, je l'avais vu quand c'était sorti. Et c'est un film qui, évidemment, veut dénoncer la guerre au Vietnam. Et tous les jeunes gens qui sont morts là-bas, qui ne savent pas ce qu'ils y foutent, etc. Et c'est vrai que ça raconte ça, pendant tout le long du film, ça raconte ça. Mais la voix off de Martin Sheen, en fait, qui nous raconte son expérience, ce personnage, le personnage principal, il finit quand même par se sortir de tout ça grandi. C'est-à-dire qu'au fond de cette histoire, de cette histoire très pénible, très horrible, la guerre au Vietnam, qui nous a, là aussi en termes de génération, qui nous a animés, nous, quand même, beaucoup. La guerre au Vietnam, ça a été un combat de tous les instants pendant de nombreuses années pour nos générations. Au fond, et souvent on fait qualité de ça, c'est-à-dire on dit ce qui est formidable, parce que le cinéma américain parle de son histoire. Mais il parle de son histoire, en fait, alors que le cinéma français le fait moins, d'autres cinémas le font moins. Tout. Mais si c'est pour en parler de cette manière-là, c'est toujours en parler pour en sortir par le haut. Justement, on en a parlé, et là, du coup, on en a parlé, c'est comme si on était confessé et absous, au fond. Je veux dire, et je prends là un auteur, Oliver Stone, dédie quand même le film à la fin à tous les jeunes gens qui sont morts au Vietnam, et on ne peut pas le soupçonner une seconde d'avoir été tant soit peu favorable à cette guerre-là, cette invasion-là. Donc c'est vrai que je veux dire, nos écrans restent quand même de ce point de vue-là aussi. Comment imaginer une forme de résistance par rapport à ça? Et là, c'est même comment le cinéma français peut se perpétuer. Beaucoup d'autres cinémas ont cédé. Il y a beaucoup d'autres cinématographiques on reste encore, pour quelques années, j'espère pour de nombreuses années, pour quelques années c'est sûr, de nombreuses c'est moins sûr, on reste quand même avec un cinéma très, très, très fort ici, indépendant, et qui parle des choses autrement, en fait. C'est vrai que le cinéma a changé de nature et de sphère, parce qu'on évoquait les années 60, qui était un peu l'âge d'or des ciné-clubs, l'âge d'or de la cinéphilie, on peut dire, qui était très détaché du domaine commercial. On a l'impression, et puis c'est adossé tout de même à des forces politiques, à des mouvements syndicaux, politiques, et donc il y avait, je dirais, une sorte non pas de subversion, mais de contre-société cinématographique qui s'exprimait par le cinéma, mais qui dépendait d'une contre-société qui était en gros le mouvement ouvrier. Ça n'existe plus. Non, ça faisait son public d'ailleurs aussi. Ça faisait que ce cinéma-là avait du public. Oui. C'était aussi qui est toujours le nerf de la guerre, parce que le public, ça reste quand même un art très cher, quoi qu'il arrive. Même quand c'est pas cher du tout, même un film pas cher du tout, c'est très cher. Donc on n'imagine plus la CGT commandant un film à Jean Renoir, ou un Jean Renoir d'aujourd'hui, ou le Parti communiste qui passait des commandes de films de Le Chanois, d'un certain nombre de gens, aussi bien sous le Front populaire qu'après la guerre. Ça, ce monde-là a complètement disparu.
Même votre éditeur avait commandé un film. Hein? Même votre éditeur Gallimard avait commandé un film à Jean Renoir. Oui. Le film. Ah oui, c'est vrai, en 1932, 3 non, par là. Il y avait même eu une personne qui était chargée chez Gallimard de produire du cinéma. Gaston Gallimard a produit. J'ai trop de mémoire. Bon, ça me reviendra tout à l'heure. Nous passerons à l'Amérique tout à l'heure, et notamment peut-être en recommandant ce que tu me disais à propos tout à l'heure du cinéma américain. Le cinéma américain se pléonasme, c'est selon Daney. Je l'ai lu selon Daney. Dans le livre de Régis, oui, qui cite Daney. Hein, tu cites, de Serge Daney. C'est l'entretien que j'avais fait avec Serge Daney peu avant sa mort, oui. Mais bon, je suis un peu têtu parce que je voudrais encore revenir, non pas au grand écran, mais au plus petit, celui qui nous accompagne. Et je voudrais vous entendre entendre le médiologue, si j'ose dire, sur le sceptique, pessimiste, parfois, au moins sceptique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est presque un défaut. On est vilipendé parce qu'on est sceptique encore plus quand on est pessimiste. Bernanos, en 1947, dans La France contre les robots, disait « Être informé de tout et être condamné à ne rien comprendre ». Voilà, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait contre ce diagnostic, mais encore une fois, est-ce qu'on pourra, comment peut-on en quelque sorte dégraisser tout ce qui arrive aujourd'hui partout et essayer juste de garder le nécessaire pour en faire ce dont nous avons besoin pour grandir, pour être debout, pour être, on va dire, encore intelligent et actif. Écoutez, il faut une diététique de l'information, mais on ne peut pas la déclarer comme ça, aussi proche de la rupture, parce que le numérique est une rupture. Il faut du temps pour le digérer, pour le maîtriser, pour l'assimiler. C'est pas une rupture technique, c'est un changement de la technique. Il y a toujours de la technique. Et en ce sens, je ne suis pas d'accord avec Bernanos, la France contre les robots, parce qu'il y a toujours eu des machines. Et l'histoire de l'homme est une histoire de machines, d'outils et d'instruments. Mais enfin, bon, pour en venir à ce nouvel instrument, oui, ça change tout. D'abord, ça fait du transversal, c'est-à-dire, pour aller vite, ça fait Macron pour aller très vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus besoin de parti, on peut faire réseau, de point à point. Et on n'a plus besoin de cette pyramide un peu lourde autour d'un journal, hein, le journal de parti, qui était l'UMA en France ou l'ISCRA de Lénine. Mais enfin, de toute façon, un parti, c'est une pyramide, c'est des congrès, c'est des programmes, c'est des discussions, c'est des débats. Tout ça est beaucoup trop lent et beaucoup trop lourd à l'ère du smartphone. Donc, le smartphone, c'est d'abord une accélération du temps, du rythme. C'est un peu le règne du temps brisé, c'est-à-dire d'une certaine incohérence. On ne cherche plus, si vous voulez, de même que dans le parler quotidien, on élimine un peu les mots de conjonction, les mots de liaison. C'est-à-dire qu'on va comme ça, on saute d'un instant à un autre, d'une formule à un autre. On n'est plus dans la syntaxe, mais dans la parataxe pour aller vite. Hein, on juxtapose comme ça des choses. Non, mais ça change. Ça, c'est un bouleversement considérable, c'est vrai. Alors, il est un peu tôt, on pourrait l'analyser. On le fait dans la revue Medium, on réfléchit sur ça avec toute une équipe de gens, de l'influence, disons. Mais la rupture du numérique, c'est une rupture de la mémoire. C'est aussi important que la naissance de l'écriture. Donc là, c'est très difficile, si vous voulez, de résumer en quelques mots ce que pourrait être une éthique du numérique. On sait déjà ce que c'est qu'une politique du numérique. Trump, la diplomatie du tweet, c'est tout de même extraordinaire. Un type qui
qui dirige le monde avec quelques formules et qui a conquis une opinion, son électorat, avec quelques mots là-dessus, totalement imprévisibles, disloqués, incohérents, etc. Mais donc, et puis, non, on n'a plus besoin d'une verticale, on peut aller à l'horizontale. Donc, c'est un bouleversement, mais là, c'est très difficile de répondre. Mais c'est aussi une aide. Hein. Il faut que moi, je ne diabolise, si vous voulez, absolument pas tous ces instruments. Simplement, ils rejouent la donne, si vous voulez. Ils font une nouvelle donne pour l'esprit. Et à chaque fois, il faut apprendre les règles du jeu, de ne pas se laisser déborder. Il faut une négociation à faire. Il y a toute une négociation qu'on apprend lentement. Moi, je suis très en retard. Je suis de la génération d'avant. Moi, j'ai besoin de présence physique ou de voix. J'ai du mal à pianoter, à communiquer. Moi, je suis de la génération du téléphone. Moi, j'ai besoin d'entendre le son de la voix, parce que le timbre de la voix, ça me dit beaucoup de choses. Puis c'est encore mieux, j'ai besoin de voir les personnes. Mais la communication, je dirais, virtuelle, numérique, désincarnée, ultra rapide, fonctionnelle, utilitaire, j'ai beaucoup de mal. Mais je reconnais que mes enfants sont beaucoup mieux que moi. Et d'ailleurs, je me tourne vers eux pour qu'ils m'apprennent. C'est plus les vieux qui transmettent aux jeunes, c'est les jeunes qui transmettent aux vieux, parce qu'ils en savent beaucoup plus que nous, en tout cas que moi. Donc moi, je regarde ça un peu, si vous voulez, comme un ptérodactyle, comme un dinosaure regarderait un cheval. C'est une autre génération. Je suis d'une génération d'avant. Mais c'est pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Je suis très curieux de savoir comment ça marche. Et par exemple, tout de même, et là je me tourne vers Robert, j'ai l'impression que le montage virtuel au cinéma, c'est formidable. Ça ne permet pas de gagner du temps. Moi, je me souviens encore quand on découpait la pellicule avec... Non, on gagne pas de temps. Il n'y a pas eu une transformation par le numérique du montage. Très légère. Très légère. Non, je crois que le temps, en fait, reste le même. Ah oui. Oui, parce que le temps intellectuel, justement, le temps qu'on met à réfléchir aux images qu'on a tournées, et le temps qu'on met donc à reconstituer, à réanimer, disait Pasolini, le film, est un temps qui est incompressible, en fait, je crois. C'est un temps qui n'a pas changé, avec la manipulation est beaucoup plus rapide. Avant, pendant cette manipulation, ça laissait du temps. Donc l'erreur consiste d'ailleurs à penser qu'on gagne du temps et qu'on peut aller beaucoup plus vite. Ça ne va pas plus vite. D'ailleurs, sur tous les montages, je pense que tous les cinéastes peuvent dire ça, on s'aperçoit toujours, au bout de 3-4 mois de montage, on se dit, mais moi je me dis toujours, c'est impensable que je n'ai pas pensé ça au bout d'une semaine de montage, en fait. C'est-à-dire, il apparaît quelque chose qui crève les yeux, et ça crève les yeux au bout de 4 mois. Un autre avantage du numérique pour un cinéaste comme toi, c'est l'individualisation de la réception, de la consommation. C'est-à-dire que le DVD permet une extraordinaire diffusion, non ? Ou d'aller chercher un film sur son ordinateur, c'est pas pour toi cette accessibilité? Non, je pense qu'il y a une chose, mais il y a une chose qui est avec la tablette. En fait, je me sers énormément moi de la tablette. C'est qu'on a. Enfin, il y a un rêve un peu fou quand même avec une tablette. Le rêve fou, c'est de dire qu'on a sur ces 500 grammes, on a tout. Toute la mémoire du monde et toute la filmographie du monde. Ouais. Tous les films, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, surtout les choses de catalogue d'ailleurs n'y sont pas, mais effectivement, il y a quasiment tous les films récents, tous les livres qui sortent effectivement immédiatement. Il m'arrive de lire un livre qui me renvoie à un autre et de l'acheter tout de suite sur la tablette, c'est compulsif. Bon, enfin, ceci dit, je crois pas que si on a fait un usage de ce type-là, c'est pas mal.
plutôt que d'aller chercher. Je ne regrette pas le fait qu'il faille aller au musée social, chercher des Diner et Zeit pour aller me demander ce que disait Lénine en 1905 sur le congrès du parti. Enfin bon, voilà, j'ai ça à la maison, quoi, chez moi. Ah oui, moi je lisais pas le journal, et puis je me suis remis à le relire avec une tablette. Mon fils m'a appris qu'on s'abonnait à une tablette, voilà. Et je trouve ça extraordinaire. Je lisais plus ni Le Monde, ni Libé, ni Le Figaro, et voilà. Je continue d'aller dans les librairies malgré Amazon. Bon, tout va bien dans le... Pas seulement pour vous faire plaisir, parce que j'aime bien le contact physique avec... Et je pense que d'ailleurs, pour trouver un bouquin sur Amazon, un bouquin qu'on ne connaît pas, je trouve qu'il faut quand même passer un certain temps. Mais justement, puisque vous me parlez d'Amazon, on pourrait parler de Netflix ou de Google. Et donc, il y a quand même une organisation économique qui prévaut à tout cela. Et donc, il y a un système de domination. Et ce système de domination, essentiellement américain d'ailleurs, on va dire même intégralement américain, comment, dans le cinéma par exemple, comment toi tu penses que dans un avenir, on imagine assez proche, ce mode de domination va peut-être, on va dire, asservir différemment même l'économie et l'existence du cinéma ici même où il est particulièrement actif, hein, encore en France. Où tu n'es pas... J'ai toujours un double sentiment, c'est-à-dire parce que j'ai effectivement je dis, c'est très sombre la perspective, hein, quand même. C'est-à-dire que à terme, là, d'ailleurs, en ce moment même, je veux dire, se discute, bien entendu, avec l'apparition de Netflix, se discute ce qu'on appelle la chronologie des médias. La chronologie des médias, le fait de pouvoir diffuser sur tel ou tel support un film, avec des dates, où on peut diffuser sur tel support, après tel autre, etc., conditionne leur participation au financement. Enfin, si on enlève la chronologie des médias en France, le financement du cinéma français s'effondre. Netflix paie tout, le film entier, et décide si le film sort dans tel pays dans une salle, dans tel pays à la télévision, dans tel pays sur Internet, dans tel pays... Voilà. Mais ils prennent donc tous les droits, ils payent le film en entier. Évidemment, quand ils payent un film entier de ce type-là, vous imaginez qu'ils ne vont pas produire un film dont ils sont à peu près sûrs que jamais personne ne regardera, etc. Tout ça, ils produisent sur du dénominateur commun, ils produisent ce dont ils sont à peu près sûrs. Ils se trompent évidemment, parce que ce n'est pas une science exacte, mais des produits dont ils pensent qu'ils vont marcher, et le plus d'ailleurs internationalement possible aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment des dénominateurs communs qui deviennent de plus en plus, c'est très difficile de passer au travers. Donc ça c'est pas être une voyante, mais je veux dire, je trouve ça extrêmement dangereux, grave, pour à terme pour l'indépendance. Là on est sur une autre image. S'il peut y avoir quelqu'un qui décide de ce qu'on envoie à la planète entière, il n'y a plus de diversité, il peut très bien ne plus y avoir de cinéma. Le cinéma peut continuer à fonctionner pour des très grands spectacles, en fait, je crois. Mais bon, donc le cinéma d'auteur, tout ce qu'on dit là, les ciné-clubs, le cinéma fait, tout ça semble tout à fait fini. Alors l'autre chose, par contre, qui est, je dis, pour tordre dans l'autre sens, l'autre chose, par contre, l'opposition à ça, pour moi, qui est quand même quelque chose d'assez rassurant, c'est comment des choses peuvent se faire aussi chez soi, le dimanche, se poster sur YouTube, par exemple, et fonctionner. Et fonctionner et devenir... ça peut être un très beau film, hein, un premier film que quelqu'un fait tous les week-ends chez lui, avec pas d'argent, avec ses amis, etc. Et si le film est très très beau, selon comment il est posté, selon comment ces choses... Je dis posté, donc on revient, c'est un terme ancien, mais... Et il peut partir comme ça, prendre son envolée tout seul et faire des millions de spectateurs à ce moment-là. De spectateurs sur la tablette, bien sûr, ou sur l'ordinateur. Donc ça, ce serait plutôt l'endroit où subsiste de la diversité. On est face au rouleau compresseur de Netflix, d'Amazon et autres, et Google, etc. Oui, enfin, malgré tout, quand même, l'image de cinéma, on passerait du bazar de la Charité, et puis du Grand Rex avec des écrans immenses, à la version réduite de la tablette, en imaginant même que ce ne soit pas uniquement sur le téléphone. Donc cette réduction, alors il y a une double réduction. Il y a une réduction de la taille, et puis il y a une réduction aussi de l'espace public, de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, je sais que tu voulais qu'on évoque absolument cette question de la culture populaire. La culture populaire, elle peut être
Elle peut être pour le cercle immédiat, le cercle intime, hein, la lecture, la bibliothèque, mais elle est souvent celle à la vraie culture populaire, c'était celle du TNP, de Villars, c'était le théâtre, c'était être ensemble, devant un objet, donc ça peut être au cinéma, ça peut être au théâtre. Je veux dire, tout ça, quand même, aurait cette tendance à réduire une chose qui, pour toi, tu me le redisais tout à l'heure, aura compté immensément. Oui, si on ne voit pas les choses ensemble, si on ne les entend pas ensemble, si on ne les écoute pas ensemble, évidemment que la portée politique, c'est le mot, la portée publique, la portée politique est moindre. Mais bon, ça, c'est pour ça que je crois que les cinémas qui subsisteront, si cela arrive, seront des cinémas qui passeront précisément des films qui n'ont aucune portée. Enfin, qui n'ont aucune idée. C'est ce que je dis, ça tiendra pour le grand spectacle. Je crois qu'il y a des gens qui iront voir des grands spectacles dans des énormes salles de cinéma. Mais pour ce qui est d'un cinéma plus indépendant, plus politisé, plus autoriste, appelons ça aussi comme on veut, plus arrêté, pour prendre encore un terme plus ancien, ne passera plus dans ces salles-là, c'est vrai. Oui, il y a une atomisation de la société, à la fois par la miniaturisation des objets et des prothèses, qui peut déboucher sur un chacun pour soi, chacun chez soi. Chacun pour soi comme dans un naufrage, disait je ne sais plus qui. C'était Marcel Duchamp. Et donc, il est vrai que le numérique a tout de même de formidables avantages et apports, et il fait sans doute éclater les solidarités, éclater les communautés. Or, disons, il n'y a plus d'autres communautés bientôt qu'ethniques ou religieuses, parce que les communautés culturelles tendent à disparaître, puisqu'on n'est plus ensemble dans une salle. C'est vrai que l'invention du cinéma, c'est Lumière et pas le kinétiscope inventé par Edison, parce que pour Edison, on est seul devant l'écran, alors que Lumière a inventé la salle de cinéma. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on peut craindre, ou on assiste déjà à une sorte de, comment dirais-je, de décomposition du tissu social et créatif comme ça, mais c'est aussi un espace de liberté qui est donné à la créativité, à l'immédiateté, à l'interactivité, enfin bref. En tout cas, c'est un changement considérable. Maintenant, pour le cinéma, laisse-moi te dire une chose, un peu en citant Malraux, pas la phrase célèbre, mais à un moment donné, il a dit, parlant des lecteurs et parlant de la littérature, il a dit, mais au fond, il restera toujours une secte. Une secte. Moi, je crois que dans le cinéma aussi, oui. Il y a des cinémas, il faut, si tu veux, admettre qu'il y a différentes sphères d'existence du cinéma, et qui, me semble-t-il, il y aura plusieurs cinémas, si tu veux, plusieurs registres, n'est-ce pas, qui peuvent coexister, me semble-t-il, avec de temps en temps des percées du petit vers le grand public que tu as eu, toi, par exemple, avec Marius et Jeannette. Ça, c'est l'effet de l'âge. Enfin, et Marius et Ariane, on va dire comme ça. Marius et Ariane, voilà. Oui. Qui s'appelle Jeannette, je crois. Bon. Donc voilà, donc... non, moi, je suis pas aussi pessimiste que toi sur les capacités je dirais, de décentralisation de la production et parfois d'aller d'une sphère à l'autre, comme ça. Finalement, vous êtes optimiste, Régis Debray ? Pardon ? Finalement, vous êtes optimiste ? Attendez, là... J'ai des accès d'optimisme. Mais... Parce que tout à l'heure, dans le taxi, vous n'avez pas... Ça m'embarrasse beaucoup, vous avez dit, mais non, je ne peux pas échapper à des rechutes. Ne m'enlevez pas le pessimisme. J'ai des rechutes, parfois. Je voudrais qu'on fasse un saut, et puis bientôt je vais laisser la parole aussi au public, mais qu'on fasse un saut vers l'Amérique, quand même, et vers l'espace américain. Donc on ne va pas parler de
la frontière, bien que, enfin ça y est, la frontière maintenant, celle de l'océan, elle est atteinte. Donc l'autre, Monsieur Trump, dont vous parliez tout à l'heure, il va nous y coller un mur, et, enfin dit-il, hein, en le faisant payer aux Mexicains. Mais... Donc je voudrais qu'on parle d'une question qui aujourd'hui, évidemment, obsède le monde dans lequel nous sommes, et qui est la question des migrations, pour ne pas dire des migrants, parce qu'on finit par... voilà, des migrations. En tout cas, ça, c'est un fait réel. Vous dites, à propos à un moment donné, à propos des Américains, les sédentaires ne veulent pas du nomade. On ne sait même plus aujourd'hui, d'ailleurs, qui est sédentaire et qui est vraiment nomade, dans un monde où il y a de la circulation tout le temps. Mais il y en a qui circulent autrement, et donc ceux-là, poussés par... 1000 problèmes politiques, la violence, le choix. Voilà. Comment aujourd'hui l'Amérique, selon vous, dont vous parlez dans ce livre, comment elle pourrait se débrouiller de cette situation? Est-ce qu'il y a, à l'égard de ce problème qui touche le monde entier, est-ce qu'il y a des écarts entre, on va dire, l'Américain d'en bas et puis celui, l'homme à la frange, et son entourage qui ont des idées visiblement très précises là-dessus? Là, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. D'abord, l'immigration, c'est effectivement le phénomène considérable. Disons que le monde s'est mis en marche. Et on ne l'arrêtera pas. Donc ça veut dire que le Sud va venir au Nord, et avec la dégradation climatique en plus, mais les famines, les guerres vont créer des mouvements considérables qui obligent évidemment à revoir beaucoup de choses. Bon, ça c'est un fait, je dirais, historique, anthropologique, qui va dominer le 21e siècle, c'est évident. Alors, quant à l'Amérique, l'Américain moyen, moi, je ne le connais pas. J'ai pu aller en Amérique quand j'avais un passeport diplomatique, mais depuis qu'il m'a été retiré, je ne suis plus admis, donc je suis interdit de séjour, donc je ne connais l'Amérique que par des amis lointains ou comme ça. Voilà. Trump... pour moi, c'est un clown tragique, mais qui dit beaucoup de choses tout de même. Moi, il y a une chose qui, si vous voulez, mais là, on rejoint un peu ce dont on parlait avec Robert. Ce qui me frappe de plus en plus, c'est que le showbiz est devenu un modèle en politique. Et Trump est un showman, hein, de télévision, un animateur de télévision qui a fait de l'argent et ensuite est devenu un publicitaire. Et donc il parle la langue, si c'est une langue, de l'image, de la provocation, de l'émotion, du geste. Bref, c'est sans doute un nouveau type, une sorte de super Berlusconi, qui va prendre de plus en plus d'importance, je crois. Bon, c'est un peu la dissolution du monde politique en tant que monde, avec ses mœurs, avec son discours, avec ses rituels. Là. Disons, la transformation de la sphère politique en télé-réalité est tout de même un phénomène considérable. Non. Alors, comment arrêter ça? Je ne peux pas vous dire. Quant à l'influence américaine, elle est à son acmé, elle est à son sommet, même si la puissance américaine décline, mais l'influence de l'Empire romain n'a jamais été aussi grande que lorsque l'Empire romain s'est mis à décliner, à peu près à la fin au IIe siècle, quoi, avec les Antonins. Et autrement dit, il ne faut pas... Beaucoup de gens disent mais la suprématie américaine, c'est fini. D'abord, c'est totalement faux.
un pays dont le budget militaire est l'équivalent de tous les budgets militaires des autres pays du monde, un pays qui a 11 porte-avions en fonctionnement, la Russie en a un et la Chine en a un. Bon, ça vous donne un peu une échelle. La production technologique et donc culturelle, technologie produit de la culture, ça se fait à la Silicon Valley. Donc, c'est un pays qui garde une formidable capacité d'imposition de normes et de formes, de normes techniques et de formes esthétiques, design, style de vie, enfin voilà. Donc je crois que on a dit le XXe siècle, le siècle américain. Je crois que le XXIe ne sera peut-être pas le siècle d'or de l'Amérique, mais en tout cas un siècle d'argent, parce qu'ils ont encore une hégémonie fantastique. Une hégémonie d'autant plus forte qu'elle n'est pas vécue comme domination par les Européens. C'est ça ce qui me frappe le plus. J'entendais ce matin à France Inter, on parlait de l'OTAN avec exaltation comme le système de défense des démocraties unies. Bon, mais ça, c'est formidable. Ça veut dire, on ne dit pas défense de quoi, on ne dit pas qui dirige le système, avec quelles armes. C'est-à-dire, on a complètement absorbé le langage, je dirais, aseptisé d'une hégémonie. C'est-à-dire, on ne parle plus d'un système de domination avec une ligne de commandement qui est à Washington. Et là, on parle de notre système de défense de l'Europe contre les méchants. Voilà. Vous voyez, comme ça, tout de même, chez des journalistes de France Inter, c'est vous dire à quel point on a intériorisé. Parce que la vraie domination, elle n'est pas vécue comme telle. La vraie domination, c'est quand on incorpore la langue, les normes, les perceptions de celui qui domine, en sorte qu'on se sent me too, moi aussi, ok, me too. Bon. C'est-à-dire que... Hein? Oui, voilà. Donc, alors bon, moi j'essaye dans ce livre un peu comment dirais-je, d'objectiver. C'est un livre plutôt d'ethnologie, c'est pas du tout un livre polémique. Moi, j'étudie les transferts de civilisation qui ont toujours eu lieu dans l'histoire. Hein. Je veux dire, pas un phénomène absolument neuf. La civilisation est née en Mésopotamie, elle s'est transportée en Grèce, de Grèce à Rome, de Rome à Byzance, de Byzance elle est revenue sur l'Italie, au XVIe siècle elle passe en France, enfin bref, voilà, c'est une sorte de métamorphose continue comme ça, mais aujourd'hui, il est vrai que l'Europe a abdiqué son autonomie. Voilà, son autonomie de pensée, son autonomie de défense, son autonomie de valeur. Elle est ce que j'appelle une culture, dans la mesure où une culture est quelque chose de localisé, de réactif, alors qu'une civilisation est quelque chose de proactif, quelque chose qui transforme, qui transmet, qui déborde. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus irradiants, nous sommes irradiés, nous, en termes, pour prendre une métaphore, n'est-ce pas ? Mais avant, nous, on rayonnait, on exportait le code civil de Napoléon, le cinéma, un certain nombre de choses. Maintenant, on importait. Une civilisation, c'est ce qui unit un fort pouvoir absorbant et un fort pouvoir émissif. Et il se trouve que les Américains ont les deux, parce qu'il faut le dire que c'est une métropole qui est mondialisée, donc qui, ayant absorbé énormément d'apports du monde entier, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Est européen, par des migrations, etc., est capable de se projeter tous azimuts. Et donc ça, c'est vraiment le centre, le soleil dont nous sommes les planètes. Et ce qui m'a le plus frappé, moi j'ai fait ce livre, quand j'ai lu un texte de Valéry, le fameux texte « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». Et quand vous lisez ce texte, vous voyez que la civilisation pour lui, c'est l'Europe. Et il dit « l'Amérique est une projection ». Et il en parle un peu comme d'une banlieue. Hein. Il dit « bon, là, il y a des choses... Bon, on s'est exporté, on a fait de l'export vers cette terre,
Et donc, pour lui... et puis, vous lisez Huntington 80 ans après, et c'est l'inverse. Il vous parle de la civilisation occidentale, mais pour lui, elle est la civilisation américaine. Autrement dit, ce qui était banlieue est devenu centre-ville, pour ainsi dire. Et ça, c'est ça, je me suis demandé, comment ça s'est passé ça, je me suis posé la question, comment ça s'est passé? Comment d'actifs est-on devenu passif, si vous voulez? Enfin, comment d'émetteurs est-on devenu récepteur? Alors, j'ai fait une petite étude où l'image joue beaucoup, où l'image est essentielle, où le cinéma est effectivement un vecteur d'influence considérable. Et une des caractéristiques, il y en a d'autres, de ce qu'on peut appeler l'américanité, c'est la prédominance de l'image sur l'écrit. Dans le monde politique et dans le monde électoral, Alors ça se voit dans des tout petits détails. Quand vous regardez, par exemple, le déroulement d'une campagne électorale présidentielle en France, vous retrouvez exactement la scénographie sur les studios de télévision directement apportés des États-Unis, avec le pupitre en plexiglas, ils sont tous comme ça, et cher monsieur, donnez-moi alors votre projet, votre vision du monde, vous avez 3 minutes. On retrouve le quantitatif et ce minutage, c'est-à-dire on retrouve c'est invraisemblable, mais ça passe pour normal maintenant. Il y a 30 ou 40 ans, vous auriez dit au général de Gaulle, général, vous avez 3 minutes pour nous dire ce que vous pensez du monde. On serait dit. Aujourd'hui, on trouve ça normal. Donc, la normalisation, c'est pour moi la réussite d'une civilisation, parce qu'une civilisation, c'est actif. Et nous avons normalisé, nous avons été normalisés inconsciemment, et bon... d'où un certain désarroi, une certaine tristesse aussi, mais bon, je me console en disant que ça fait 3000 ans qu'il y a des changements d'axe de civilisation. Il y a un très beau texte, il y a plusieurs beaux textes, un texte de Jean Zay, le ministre, l'inventeur du Festival de Cannes, qui n'est pas de 1946, comme on dit, qui n'est pas de Philippe Hervé, c'est Jean Zay, c'est le Front populaire qui a eu. Et il est invité aux États-Unis en 1939, et il est reçu magnifiquement. Et il dit, j'ai senti que l'axe de civilisation s'est déplacé vers l'Ouest. Il emploie ce mot, l'axe de civilisation. Et il a le sentiment, déjà avant l'écroulement de l'Europe dans la Deuxième Guerre mondiale, il a que l'axe s'est déplacé. Moi, je fais remonter cette chronologie à 1918, c'est-à-dire à l'arrivée du jazz et non du candomblé brésilien. C'est la même chose, ce sont des musiques, disons, négro-chrétiennes. Celle du Nord arrive chez nous et va tout changer dans la culture. Celle du Sud n'arrive pas chez nous. Pourquoi elle arrive chez nous? Parce qu'il y a un empire derrière et qu'elle arrive avec les troupes. Le premier jazz band qui donne son concert à Nantes, je crois en 1919, c'est un jazz band en uniforme. Bon. Parce que derrière toute civilisation, il y a un empire. Pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental. Une culture peut se passer d'empire, parce qu'une culture, elle se défend. Une civilisation, elle se transporte. Elle a besoin donc d'une flotte de troupes, de base. Autrement dit, il y a une concordance, si vous voulez, toujours entre le pouvoir militaire et le pouvoir culturel. Ça, je crois que c'est une règle, je dirais, propre à l'histoire humaine en tant que telle. Là où vous n'avez pas d'empire, vous n'avez qu'une culture, c'est-à-dire qu'une production locale qui ne se mondialise pas. Bon, enfin là, je m'écarte un peu de votre question. Demandez-lui comment on s'en sort à lui. Il a peut-être une technique. Comme ça, je passe le ballon à Robert. Comment on va s'en sortir? Toi, dans le cinéma, tu t'en sors assez bien. Tu gardes ta ligne. Oui, moi, personnellement, oui.
Mais bon, c'est aussi le fruit du hasard, de la chance. Mais bon, j'ai pas de... tu vois. Je le dirais, hein, si j'avais une idée, je vous le dirais, je suis sûr. Si j'avais une idée, je le dirais. Hein. Ouais. Si j'avais oui, ce serait clé, pas ouais, gentil ce serait de pas nous la sympa, cacher, voilà. parce qu'on est un peu à la recherche. Mais Ouais. moi, je constate je me contente d'un constat, disons. Moi, je fais un relevé de terrain. Je décris, je ne dénonce pas. Hein. Civilisation n'est pas, je m'en excuse devant vous, n'est pas un livre militant. C'est un livre, je dirais, c'est un diagnostic. Oui. C'est un diagnostic et un historique, en quelque sorte, de l'avènement d'une nouvelle civilisation qui nous a absorbés, avec ses caractéristiques, que nous avons fait nôtres, mais je n'ai pas de recette. Mais vous savez, je trouve que la prise de conscience, c'est déjà beaucoup. C'est le début, forcément. C'est bon de savoir, c'est mieux de savoir qu'on est malade parce qu'on va chez le médecin. Si on ne sait pas qu'on est malade, on reste chez soi et ça se finit mal. Quand même, commençant par Valérie, vous reprenez l'Europe n'a pas eu la politique de sa pensée. On peut supposer que c'est cette reprise d'une phrase de Valérie dans ce texte de 1919, c'est un peu un regret. C'est vrai, par contre, vous finissez le livre en disant que la civilisation européenne est en quelque sorte un peu immortelle, enfin elle est irréductible. Non, il reste toujours des choses. D'abord, Paul Valéry a même dit en 1933, l'Europe aspire à être gouvernée par une commission américaine. Il avait donc 50 ans d'avance. Pas mal. Ouais. Très prémonitoire, notre camarade, hein, qui est mort en 1945. Mais il avait compris que la Commission européenne serait une commission américaine. Bon. Par son mode de fonctionnement, par sa hiérarchie des valeurs, économie d'abord, etc. Mais oui, je dis que, si vous voulez, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il y a... je crois que d'abord, je crois que les périodes de décadence peuvent être très productives artistiquement et intellectuellement. Ça, c'est un fait. Je prends l'exemple de Vienne, ouais. Vienne, tout de même. Vienne, c'est la Vienne décadente, c'est le laboratoire du XXe siècle. Hein. Bon, tout se passe là, y compris le cinéma d'ailleurs, avec Lubitsch et beaucoup d'autres. Et puis il y a toujours des éléments, des métastases au bon sens du mot, c'est-à-dire il y a des éléments qu'on intègre. Si vous voulez, la géométrie n'est pas morte avec la Grèce. Les Grecs ont inventé la géométrie, mais le droit n'est pas mort avec Rome. Mais Rome a inventé le droit. Bon, et je crois qu'il y a des valeurs européennes qui vont se transmettre, s'intégrer, féconder d'autres centres civilisateurs. Je ne crois pas que c'est pas l'apocalypse, hein, c'est pas la catastrophe, c'est une métamorphose. Et il est certain, on ne peut pas encore dire ce qu'on va léguer et sous quelle forme ça va réapparaître, mais il y a des réapparitions, vous savez. Prenez, il y a une civilisation qu'on connaît mal en France, historiquement, c'est celle de Byzance, l'Empire byzantin. La Grèce avait disparu, elle avait été complètement phagocytée par Rome. Rome tombe et Byzance fait renaître la culture grecque, puisqu'à Byzance, on parle grec et on pense grec. Voilà. Et Byzance va transmettre ensuite à l'humanisme italien les textes grecs. Donc, il y a comme ça des cheminements imprévisibles qui font qu'il reste toujours quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il reste toujours quelque chose sous des formes inattendues. Je propose qu'on laisse la salle réagir ou poser des questions. Il y a un micro qui doit circuler.
Bonsoir. Ma question s'adresse à Régis Debray. Vous avez confié tout à l'heure que vous aviez songé, quand vous étiez jeune, à embrasser un parcours de cinéaste. Quel cinéma vous auriez aimé faire? Documentaire, fiction, docu-fiction? Écoutez, j'aurais voulu en tout cas commencer par le documentaire, puisque j'avais connu Jean Rouch en 1960. J'avais tourné dans un film de Jean Rouch, tourné à Paris, avec Edgar Morin. Edgar Morin. J'ai vu le film. Et Coutard, avec la nouvelle caméra portative et le son direct. Et ça m'avait mis en contact avec Joris Ivens, qui était un grand ami, et Chris Marker du même coup. Et je suis parti au Venezuela en 1963 avec l'idée de faire un film sur la guérilla. Je suis parti avec Peter Kassovitz, le père de Mathieu Kassovitz, et Christian Hiroux, un photographe. Nous étions 3. Et Joris Ivens m'avait prêté une caméra 8 mm, je crois, parce que la 16 mm était là, mais il fallait la remonter toutes les 3 minutes. C'était très emmerdant, il fallait tourner, etc. Donc je trouve... Hein, c'est ça. Ça ressort. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé que tout ça était lourd, compliqué, difficile. Et en plus, quand je suis revenu à Caracas, j'ai constaté que nos pellicules avaient été mouillées et qu'il restait très peu de choses. Et qu'on s'était défoncé en allant dans la guérilla du Falcon avec Douglas Bravo à l'époque. Pour tourner, il restait très peu de choses. Donc j'ai constaté que, si vous voulez, qu'il y avait dans le cinéma qu'on n'était pas très libre, quoi. Hein, à l'époque, j'entends. Hein. Et donc, j'ai laissé Kassovitz terminer le film avec quelques petites images de la guérilla en noir et blanc qu'on a pu sauver. Et à ce moment-là, j'ai dit que c'était mieux de rentrer dans le mouvement même insurrectionnel au lieu de le filmer, quoi. Hein. C'était plus commode. Ça, c'était plus facile, tout simplement. Donc, c'est ça, si vous voulez. Bon, et puis après, non, j'avais pensé faire ce qui précédait la Fémis. L'IDEC. L'IDEC, j'avais des amis qui faisaient l'IDEC, et j'avais toujours le sentiment que c'est dans le cinéma que les choses se passent, quoi. Et puis... j'étais très cinéphile. Alors ça, donc j'aurais commencé par le documentaire, que j'ai continué de temps en temps. Là, j'ai fait un documentaire avec Daniel Cordier, mais c'est pas moi qui l'ai réalisé. Avec Essel aussi, avec Stéphane Essel aussi. Tu as fait, non? Avec Stéphane, oui, on a tourné quelque chose, mais avec Daniel Cordier, j'ai vraiment inventé le mot est prétentieux, on a conçu un scénario où on a reconstitué tout son itinéraire. Aujourd'hui, du point d'où il est parti en 1940, Biarritz, puis Londres, puis Lyon et Paris. Et on a... Bon, moi, j'aime bien les documentaires, mais cela dit, je préfère tout de même... disons, je mets au-dessus du documentaire l'œuvre de fiction, c'est-à-dire la fiction qui se donne une forme, et une forme qui pense, en quelque sorte. Donc, je crois qu'il faut élever parfois l'image enregistrée, il faut qu'elle soit créée et qu'elle devienne esthétique, c'est-à-dire capable de durer, capable de rester dans l'esprit, dans la mémoire. Donc, voilà. Mais tout ça était pour moi... il faut un acharnement pour faire du cinéma, alors que faire un livre, c'est même beaucoup plus simple. Faire un livre, il suffit de se lever tôt le matin, d'avoir une feuille blanche, on ne dépense pas d'argent et on ne dépend de personne. Important. On n'a pas à faire la manche auprès des producteurs, à forcer les portes pour dire « et moi, donnez-moi des sous ». Enfin bref, la littérature est un art très égoïste et beaucoup plus facile
vraiment, je le pense, que l'art du cinéma, qui est, comme chacun sait, une industrie, Dixit Malraux, et puis un art d'équipe, enfin bref, c'est un art lourd. Mais vous avez votre récompense, qui est un public 100 fois plus grand et des résultats, je dirais, émotifs beaucoup plus forts. Donc je t'envie, mon cher Guédiguian, je t'envie. Mais voilà, ça c'est ma courte histoire de cinéaste manqué, qui était cinéphile et qui aujourd'hui ne l'est plus vraiment. La cinéphilie, tout de même, ça va avec l'âge. Hein. C'est rare de trouver des septuagénaires encore cinéphiles. Non, il y en a. Tu vois, je sens des murmures. Il y en a là. Je ne parle que pour moi. Mais moi, je passais ma vie dans les salles jusqu'à un certain âge, et puis après, on est pris par d'autres choses. Et voilà. Attendez, je dis cinéphile actif, hein, c'est-à-dire lecteur de Positif et des Cahiers du cinéma, lecteur des livres qui se publient, qui suit les colloques, qui va interviewer Robert Guédiguian. Tout ça, c'est tout de même... il ne suffit pas d'aller prendre son ticket de cinéma. C'est trop facile. Non, cinéphile, j'allais dire, c'est pas un métier, mais c'est une occupation. À un moment donné, on a d'autres occupations. Et au fond, moi, on en parlera peut-être à la Cinémathèque, moi, disons, le fond de l'imaginaire, pour moi, un peu comme un fond de culotte, ce sont les films des années 50, 60, 70 un peu. Mais après, je décroche, quoi. Voilà. Cinéma italien. Cinéma italien. Oui. Ouais. Beaucoup. Oui, parce que j'ai toujours eu une passion pour le cinéma italien, ce qui m'a amené à aller voir Visconti quand il tournait Le Guépard. Voilà. Tu es allé sur le tournage? Oui, je suis allé sur le tournage au centre de la Sicile, mais je crois que c'était pour les Cahiers du cinéma. Puis finalement, c'est mon copain qui a fait, on était deux, qui a fait le compte-rendu. Et j'étais un peu vexé parce que Luchino Visconti nous a mis à la table des machinistes. Et, et vraiment, on était roupis de Sansonnet pour lui. Il faut dire qu'on était très très jeunes. Bon, ça faisait pas très sérieux pour lui. Bon, ça m'a permis de... J'aime assister à certains tournages, même si pour les cinéastes, c'est très emmerdant quand il y a des gens extérieurs. Hein, ils n'aiment pas ça. Non. Et j'ai senti que Visconti n'aimait pas ça. Donc on a été mis au piquet un peu. Alors, j'étais un peu vexé tout de même. Sur un tournage? Ah oui, non, mais quand tu veux, si tu veux venir sur un tournage, il n'y a pas de problème. Tu peux... et nous mangerons ensemble. Autre question? Oui, ma question s'adresse à M. Régis Debray. Vous parlez de l'américanisation. Et je me demande si, ici, on ne va pas... on ne risque quand même pas de se laisser trumpiser. C'est-à-dire, quand on voit les méthodes employées par Trump actuellement, est-ce que cette américanisation insidieuse qui se déroule depuis des décennies ne risque pas actuellement, pendant quelque temps, de créer un rejet? Quand on voit le protectionnisme qui se met en route actuellement, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir de notre côté, enfin, une réaction de défense? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de noter l'effet repoussoir. Mais attendez, quand on parle de civilisation, on ne parle pas d'une conjoncture politique, hein, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, qui concerne à la fois la vie quotidienne, le domaine scientifique, le domaine artistique, un style de vie, qui concerne les machines, les prothèses que nous utilisons. Hein. Le numérique est anglo-saxon. Il parle toute la sphère numérique et notre langue est en train de se transformer.
quand vous voyez Encore une fois, j'écoutais la radio ce matin, il y avait un type de la Commission européenne, un Français, il utilisait un mot anglais sur 3. Moi, je ne comprenais pas bien. Donc voilà, et il faisait ça très normalement. Donc, si vous voulez, l'américanisation concerne des couches souvent inconscientes, mais effectivement, il peut y avoir des moments de réaction, d'humiliation. L'humiliation, c'est un sentiment révolutionnaire. Et oui. Maintenant, je ne pense pas que l'Europe puisse avoir cette réaction-là. Il est possible qu'en France, qui a gardé une certaine tradition politique, mais je ne crois pas que ce puisse être le cas, je vais peut-être vous surprendre, ni en Italie, qui est le pays le plus américanisé d'Europe, même si ça a été la capitale de la politique. C'est tout de même aujourd'hui un pays extraordinairement américanisé, ni en Allemagne, qui a tout de même, qui s'est incorporé avec, après la guerre mondiale, qui s'est incorporé les normes de conduite américaines, le fédéralisme, le culte du droit, enfin voilà. Donc je ne vois pas que l'Europe ait une réaction. Elle a plutôt eu avec Trump une réaction de peur qu'une réaction de fierté, peur d'être abandonné. Au fond, qu'est-ce qu'il reprochait à Trump? Ce connard ne va plus nous protéger. C'est un peu ça. C'est revenir à un protectionnisme très fort, en fait, tout ça. Je crois qu'effectivement, ce que vous dites, en fait, n'est pas... je crois que la personnalité de Trump ne change rien à l'hégémonie, en fait. C'est pas la personnalité, en fait. Que ce soit Obama ou Trump, ça ne change rien. Pour cette chose-là, pour ce qui est de la domination du mode de vie. Il y a une preuve très simple. L'extraterritorialité du droit américain ne suscite aucune réprobation. Les multinationales françaises, elles sont rackettées, elles payent. Oui. Parce que quand le Sénat vote une loi interdisant de commercer avec soit l'Irak, soit Cuba, cette loi qui est faite en Amérique, elle s'applique à nous. Et ceux qui n'utilisent que le dollar dans leurs transactions se voient taxés et rackettés au sens propre. On paye, pas vous, on paye des millions. Et c'est une relation totalement dissymétrique. Puisque, par exemple, je lisais dans le journal que Trump avait décidé de taxer à 20% les produits étrangers, donc européens. Si l'Europe avait un peu de fierté, elle va dire « Ah bah écoutez, 20%, nous, on vous les fait aussi. » Ben non. Donc, si vous voulez, il y a vraiment des rapports de subordination qui ont été tellement incorporés qu'ils en deviennent comme des choses spontanées, qu'on ne remet pas en doute. Moi, c'est ce naturel-là qui me fait peur. Mais dans le domaine de l'extraterritorialité du droit américain, c'est extraordinaire que ça ne suscite pas du gouvernement français des protestations. Voilà, donc, non, il peut y avoir effectivement, je dirais, épidermiquement, épisodiquement, des agacements, comme on le sent bien aujourd'hui, des rébellions ou des prises de distance ou des manifestations d'indépendance, je n'en vois guère. Excusez-moi, donc vous avez dit tout à l'heure, je suis ici, au fond de la salle, oui. Vous avez dit que la civilisation américaine avait été largement... un des leviers importants avait été l'arrivée du jazz en Europe. Je pense que même si je ne l'ai pas connu, la Seconde Guerre mondiale a été un accélérateur formidable et le débarquement, à tous les sens du terme, des États-Unis, donc en France. Est-ce que vous avez dit aussi de façon très très pénétrante que le droit avait survécu à Rome, que la géométrie avait survécu à... Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les droits de l'homme survivront à la civilisation européenne
ou pas. Oui, mais ce ne seront plus les mêmes. Ce seront les droits de l'individu et pas les droits du citoyen. C'est très différent. Parce que nous avons aux États-Unis, la déclaration d'indépendance parle des droits donnés à l'homme par le Créateur. L'individu européen a des droits en tant que créature de Dieu. Alors que nous, les droits de l'homme et du citoyen ne sont pas un cadeau de la divinité. C'est le résultat d'un travail de raison, donc ça suppose l'éducation, l'école publique, bref. Et ça suppose qu'on ait des droits parce qu'on habite une cité politiquement constituée, autonome, avec une constitution, etc. Donc ce n'est pas exactement les mêmes droits. Chez nous, on a des droits en tant que membre d'une communauté politique. Aux États-Unis, on a des droits en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Quant au... Vous avez évoqué le débarquement. Il y a très étonnant, comme si vous voulez, en l'espace de 50 ans, on peut changer non seulement la perception, mais le cerveau des gens. Dans une enquête, je crois, de 1946 ou 1947, on demandait aux Français qui a gagné la guerre contre le nazisme. 60% ou 70% répondaient la Russie. On a fait la même enquête il y a 2 ou 3 ans. 70% répondent les États-Unis. Voilà. Parce qu'ils ont fait des films superbes, nos amis américains, sur le débarquement. Et aujourd'hui, parler du rôle de l'armée rouge paraît tout à fait disparu des mémoires, insolite, notamment dans la jeune génération. C'est sidérant, cette inversion en 60 ans de la mémoire d'une guerre, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Renversement comme ça. Moi, je me souviens, comme on parlait de l'escadrille Normandie-Niemen. Tu te souviens, oui, c'était dans l'imaginaire des années 50 et 60. Les gars étaient très honorés, il y avait des cérémonies. Ils n'étaient pas d'ailleurs communistes, pas spécialement, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'il y ait d'anciens de l'escadrille Normandie-Niemen, mais on ne ferait pas de cérémonie pour ça, ça n'existe plus. C'est une question qui pourrait s'adresser à un metteur en scène ou à un écrivain. Mais Régis Debray a dit tout à l'heure qu'il y avait un âge pour le cinéma. Il avait envie d'en faire quand il était lycéen. J'ai repéré qu'il y a eu un âge chez vous pour faire de l'opéra, parce que peut-être que peu de gens le savent, vous avez écrit un livret d'opéra qui s'appelle Walter Benjamin, Dernière nuit. Donc, quel plaisir avez-vous eu d'écrire une sorte de livret d'opéra pour retracer la vie excitante ou la dernière nuit excitante de Walter Benjamin? Écoutez, je vous remercie d'être au courant de tout. Je l'avais oublié, mais merci. Non, mais vous êtes ma mémoire. On va faire affaire tous les deux. Non, j'avais écrit une pièce de théâtre, ce que Brecht appelait une petite forme, sur la dernière nuit de Walter Benjamin, qui était une nuit où, dans mon esprit, il pouvait reconstituer les étapes de sa vie, les personnes qu'il avait rencontrées. Et puis j'ai donné, un peu par hasard, ce texte au directeur de l'Opéra de Lyon, qui a dit « mais voilà, il y a peut-être matière à un opéra ». Alors après, ça m'a un peu échappé, parce que c'est Michel Tabachnik qui a fait la musique. Il y a eu une très belle mise en scène par le directeur de Covent Garden, un Anglais. Et ça m'a échappé d'abord parce que ça a pris une dimension
notamment financière, qui m'a stupéfait. C'est très cher, l'opéra. J'ai découvert que l'opéra, moi, en bon républicain, je suis avare des sous, et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quand on fait un décor dont on apprend qu'il a coûté 700 000 euros et qu'il sera là pour 7 représentations... Quelques jours. Quelques jours. Et vous vous dites, non mais alors voilà, donc là, mais c'était un très bel opéra, c'était un magnifique opéra, je suis très content de l'avoir fait, mais au départ c'était donc une pièce de théâtre convertie en livret et qui a été d'ailleurs en 3 langues, allemand, évidemment, s'agissant de Benjamin, français parce que Benjamin a vécu à Paris, et anglais aussi parce que son ami était Hannah Arendt. Hannah Arendt était à New York. Donc c'était un opéra très européen. Voilà. Il y aura une dernière question. Et puis... Bonjour. Oui. Bonsoir. C'est une question relative à la médiologie. Je suis là. Dans votre modèle, Régis Debray, dans votre modèle des médiasphères, dans un premier temps, la logosphère relative à la naissance de l'écriture, la graphosphère relative à l'invention de l'imprimerie et la vidéosphère relative à l'avènement de l'audiovisuel. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui on puisse parler d'une 4e sphère que j'aimerais bien baptiser la digitosphère, et la digitosphère qui serait évidemment, qui marquerait l'avènement du digital et qui proposerait des paradigmes complètement différents de la vidéosphère. Par exemple, l'idéal de groupe qui jusqu'à aujourd'hui était l'individualisme, l'individu pourrait passer à celui de la tribu. On pourrait aussi imaginer ce que vous appelez le centre de gravité subjectif, qui est le corps aujourd'hui. Le corps et le réel pourraient passer finalement l'esprit et le virtuel. Voilà, c'est une question. Oui, écoutez, je suis tout d'accord. Alors, on se retrouve, moi, je parlais plutôt de la numérosphère, mais la digitosphère aussi, plutôt la numérosphère qui fait racine avec numérique. Je crois que la vidéosphère, effectivement, a été reprise, intégrée, absorbée par la numérosphère, mais qu'on reste tout de même dans la domination de ce que j'appelle l'indice ou l'indiciel, si vous voulez, dans la sémiotique de Peirce. Ça s'oppose à l'icône et au symbole, c'est-à-dire le contact direct avec la chose même. On parle de l'écriture inclusive. Pour moi, c'est l'écriture indicielle, c'est-à-dire il faut que le signifiant colle au signifié. Il n'y a plus de neutre. Donc, quand on parle d'une femme au pluriel, on met ES. C'est l'exemple même d'une indicialité, si vous voulez. Mais vous avez raison, on est entré dans quelque chose de nouveau, mais la vidéosphère ne disparaît pas complètement. Alors, contrairement à vous, peut-être, je dirais que le virtuel a besoin de corps éveillés, réactifs, interconnectés, et produit une aspiration à du physique, à du charnel. Autrement dit, je crois qu'il y a plutôt une dévaluation du verbe et une réévaluation des corps, curieusement. Mais en tout cas, bon, c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais je suis d'accord avec vous que la vidéosphère qui, pour moi, qui a été, disons, pour reprendre la partition que vous avez dite, la logosphère, c'est la transmission orale d'un écrit rare. C'est la Bible, le livre qui dit tout sur tout. Vous passez à la graphosphère quand vous passez du livre unique au livre pluriel, c'est-à-dire vous passez de l'absolu au relatif. Vous avez le choix des livres, c'est-à-dire la vérité n'est plus dans un livre, elle est dans des livres. Ça, c'est la naissance de l'imprimerie. Et puis, je trouve qu'à partir de la photographie, il y a déjà une arrivée, si vous voulez, déjà une dégradation du symbolique et une montée de l'image contact direct avec la chose, donc le besoin d'avoir la chose même, ou le corps même, ou l'individu même.
qui nous mène au remplacement de l'autographe par le selfie. Moi, de mon temps, quand on rencontrait quelqu'un de connu, on lui demandait une autographe. Aujourd'hui, on lui demande un selfie. C'est-à-dire, il faut qu'on me voie avec lui. Hein, bon, c'est ça, si vous voulez, la présence, l'omniprésence du corps, le besoin d'attester qu'on est là. Alors, une autographe, c'est trop indirect, ça ne suffit pas. On veut du direct et du live. Donc, le remplacement de l'autographe par le selfie, c'est un changement de civilisation, quoi. Enfin, l'autographe reste, le selfie va disparaître. Hein. Ouais, on va pas à chaque changement de téléphone, on perd son selfie. Hein, mais enfin bon. Alors, je crois que la numérosphère pousse au narcissisme. Parce que on transmet son image à tout le monde. Hein. On se prend soi-même en photo tout le temps. Non, je crois qu'on est entré dans une ère de narcissisme violent. Même au sommet de l'État, d'ailleurs. Enfin, je ne veux pas gêner par des allusions. Alors, je crois qu'il y a une toute dernière question. Déplacée. Il y a une toute dernière question, mais peut-être juste, Monsieur comme je pense que nous séparerons sur les applaudissements qui suivent, vous me permettrez, je vais juste faire deux petites annonces. D'une part, Régis Debray signera son livre à la sortie dans le hall, comme c'est de coutume. Et deuxièmement, Yannick Enel, qui était donc prévu à Ombre Blanche jeudi à 17h, donc a décalé son arrivée à Toulouse. Il sera bien à 19h pour la séance consacrée à son film et au film Méditerranée de Daniel Paulet, puis les 2 ou 3 jours prévus. Et le débat avec lui aura lieu le vendredi à 18h30 à la Cinémathèque. Donc je pense que ce sera un débat autour de son livre et de son rapport au cinéma. Voilà, maintenant je vous laisse poser la question. Après nous nous séparerons et je vous remercie. J'aimerais savoir ce que vous pensiez de Che Guevara. Non. Et aussi le rôle que vous avez tenu par rapport au cinéma avec François Mitterrand. Merci. Alors, le Che Guevara, c'est moi, mais je n'avais... avec le Che, je n'avais pas de caméra, ni d'appareil photo d'ailleurs. Le plus étrange, c'est que la formidable expansion du Che Guevara à travers le monde s'est faite par l'image et qu'il n'aimait pas les images. C'était un homme du livre. Mais ce sont les photographes et son image sur les t-shirts. Et je veux dire, d'abord, la photographie de son corps après son exécution, qui reprend d'ailleurs, enfin involontairement, celle de Salvatore Giuliano dans Rosie. Bon. Mais enfin voilà, donc on pourrait, cela dit, puisque je reste dans l'orbite culturelle, je ne vais pas m'étendre sur ni le personnage, ni ses causes, ni ses effets, ni ses relations. Ce serait toute une... il faudrait me donner 1 heure ou 2. Mais je note que lui qui n'aimait pas la photo, qui n'était pas du tout, je dirais, exhibitionniste, il était un homme très introverti, très, très secret, très discret, s'est propulsé à travers le monde par l'image. Non, Mitterrand, moi, je n'ai pas de précision. Tu en sais peut-être plus que moi aussi, mais non, par contre, je sais que Mitterrand, je crois qu'il n'était pas très féru de cinéma non plus. C'était pas... à ma connaissance, il n'allait pas beaucoup au cinéma, c'était les livres surtout, et puis bon, je crois que même la musique n'était pas trop non plus... cinéma et musique, ce n'étaient pas des choses qui l'intéressaient plus que ça. Merci.